Donc bonjour à tous, là on est devant un abri de la ligne Maginot, un abri caverne, et pas n'importe lequel puisque c'est le plus grand abri caverne de toute la ligne Maginot. Il avait 3 coffres d'entrée, ça ce que vous avez devant vous c'est un coffre d'entrée, il y en avait 3, et comme vous pouvez le voir il disparaît sous les remblais d'hiver, et il y a déjà un gros monticule de gravats devant, à mon avis il tiendra plus longtemps. Donc là on va aller voir à l'intérieur et faire une petite exploration, une petite visite de cet abri caverne qui est l'abri caverne de Petit Réderchin. Donc là il va falloir se faufiler, ça va être un peu délicat. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment serré. C'est vraiment serré. Allez, on a une lumière. C'est vraiment serré, mais j'arrive à passer. Voilà. Donc là, on est à l'intérieur du premier coffre d'entrée. Là, par exemple, on est au pied de la cloche GFM, qui est l'unique cloche qu'on voyait à la surface avant. Voilà. Et là, maintenant, on va descendre en bas. Et, comme vous pouvez le constater, ça descend profondément. Allez. On est parti pour une petite descente et une visite commentée de cet abri caverne. Alors il y a un deuxième danger dans cet abri caverne, hormis le fait qui va bientôt être enseveli. Vous doutez bien que c'est donc la dernière entrée qu'il existe, et donc il peut y avoir un manque d'oxygène, donc il faut être vigilant. Beaucoup de dangers. Donc nous ne sommes pas seuls dans cet abri caverne, il y a d'autres personnes, donc ne vous étonnez pas s'il y a des bruits. Comme vous pouvez le constater, le calcaire fait son effet et des stalactites, des stalagmites de calcaire se créent. En fait, cet abri caverne est situé dans le secteur fortifié de Rohrbach, dans la ligne Maginot du Nord-Est. Et c'est le plus grand abri caverne de toute la ligne Maginot, puisqu'il était conçu pour une compagnie entière. Donc là, on arrive, et là, on voit bien la démesure des galeries des abris cavernes du secteur fortifié de Rohrbach, comparé aux autres abris cavernes. Vous voyez bien que les couloirs sont gigantesques. Quelques écritures d'époque, notamment cet ancien réservoir d'eau de pluie. Et donc là maintenant on va se diriger dans le fond de cet abri caverne. J'espère que la luminosité est bonne. Ici nous avions une cellule. Alors je connais pas toutes les pièces par cœur. Et je ne pourrais pas vous dire à quoi correspondait celle-là, j'ai plus le plan en tête. En tout cas, c'était une cellule. Pourquoi, je ne sais pas. À gauche, on a un petit couloir qui nous mène sur notre salle. On va poursuivre. Là, nous avions les toilettes. Voilà, assez restreint, il y en a d'autres plus loin. Comme dit, l'abri caverne en lui-même est assez gigantesque. Vous voyez là, on a des graffitis d'époque, vous voyez, là notamment ce mineur représenté avec son casque. Ça c'est des graffitis qui datent des années 30. Puis là les défenses de fumée qui ont l'air un peu plus récents, un peu plus préservés. Ceux-là en revanche, ils doivent peut-être dater de l'après-guerre, au moment de la réactivation, au moment de la rénovation de la ligne Maginot. Vous voyez là, à chaque fois, là on voit bien, ce sont des chambres de troupes. Nouveau l'écriture défense de fumée, vous voyez comme quoi ces interdictions ne datent pas d'aujourd'hui. Et déjà à l'époque, c'était dangereux de fumer dans de telles installations.
Là, on est dans la salle de contrôle. Alors, non pas qu'ils avaient des écrans ou quoi que ce soit pour contrôler, mais simplement dans la salle de contrôle de l'infirmerie. Voilà, c'est ici qu'on contrôlait différentes choses. Par contre, là, il y avait un central téléphonique. On voit bien la marque. Et là, il y avait la salle de traitement. Donc, on est vraiment dans les deux salles de l'infirmerie où il y avait effectivement le contrôle des patients, s'ils avaient, je sais pas moi, des poux, des choses comme ça. Et là, on voit qu'il y a des dessins, j'arrive pas à distinguer, mais il y a des graffitis, il y a des dessins sur cette salle de l'infirmerie. Donc là, on va passer à la suite. Vous voyez bien la démesure des couloirs qui est vraiment importante. Donc là, pareil, de nouveau, une chambre de troupe. Je ne vais pas m'attarder dedans parce que, comme vous en doutez, l'abri est vraiment grand. Mais il faut savoir en fait que durant la Seconde Guerre mondiale, cet abri, comme d'autres de la ligne Maginot, vont être utilisés pour que l'on enferme à l'intérieur des prisonniers soviétiques. Ces prisonniers soviétiques, ukrainiens, qui travaillaient dans les zones alentours, étaient enfermés notamment ici. Ils ont laissé des témoignages uniques, comme ce calendrier. Vous voyez, où ils notaient les jours. On voit bien que les écritures, c'est absolument pas du français, ni un langage européen, là, vous voyez bien. C'est écrit dans une autre langue. Et donc, à certains endroits, il y a plusieurs calendriers, plusieurs vestiges de ces prisonniers soviétiques qui ont été déportés ici pour faire du travail forcé dans les fermes aux alentours et en Moselle plus généralement. Parce que les soviétiques, les Slaves étaient considérés comme des Untermenschen, des sous-hommes par les nazis. Et de nombreuses populations, même des civils, ont été déportés en Moselle pour travailler dans les champs, dans les mines de fer, dans les mines de charbon et faire tourner la machine de guerre allemande. Bon, malheureusement, certaines salles ont mal vécu et des gens n'ont pas hésité à taguer et même à taguer les témoignages d'époque. Donc on trouve beaucoup de calendriers et surtout on trouve... Alors heureusement, ça, ils l'ont pas tagué en entier. Regardez, ça, c'est l'une des plus magnifiques choses qu'on peut trouver dans cet abri. C'est ce dessin à la craie ou au crayon, daté de 1943 et fait par un prisonnier slave qui était enfermé ici. C'est vraiment très beau. Un beau témoignage de ces personnes qui étaient enfermées à 30 mètres sous terre. Donc oui, on a une profondeur d'environ 20-25 mètres sous terre, je n'ai pas mesuré exactement. On sent bien que l'air est chaud, hein. Ça manque pas d'air, mais c'est quand même... voilà. Donc là, on a le réservoir d'eau, gigantesque réservoir d'eau. Grande citerne d'eau. Et là, on a d'autres réservoirs. Vous voyez. Un sas de décompression. Ah oui, enfin tout simplement, ça c'était l'usine en fait. C'était la salle où il y avait les moteurs, où il y avait les groupes électrogènes qui ont été prélevés depuis le temps. Ils étaient encore là il y a quelques années. Ils ont été récupérés par une association située au niveau de la Haute-Réfan qui va redonner vie à ces moteurs. Donc là à côté on a les réservoirs des moteurs, réservoirs d'eau, et il devrait y avoir les réservoirs de fuel pas loin, à moins que ce soit les réservoirs de fuel, je ne sais plus. En tout cas, comme vous pouvez le voir, cette pièce était appelée l'usine, puisque c'est ici qu'était générée l'électricité en cas de coupure du réseau civil. Il faut bien penser que les groupes électrogènes qui étaient là ne tournaient pas H24, ils tournaient uniquement en cas de coupure du réseau civil. Donc un peu plus loin, on va trouver la cuisine. Où là, pareil, malheureusement, ça manque un peu de mobilier. La cuisinière n'est plus là. Il reste la chaudière, qui est encore en place. La hotte, ou plutôt ce qu'il en reste. Les lavabos, pour faire la vaisselle, si vous voulez. Et voilà. Ça, c'est pour la cuisine. Vous voyez bien la porte qui a été mise dans une configuration de telle manière à ce qu'on puisse donner les repas aux personnes qui étaient dans le couloir. Et donc là, à différents endroits, on va encore avoir des chambrées avec parfois des témoignages d'époque.
Toujours des chambrées. Vous voyez bien la taille de l'abri, hein, parce qu'il y a carrément 2 à 3 couloirs. Et non seulement il est vraiment démesuré, mais en plus de ça, il est gigantesque. Là, vous voyez, on est au fond, par exemple. Là, par exemple, il y a une salle 4. Je ne vais même pas vous dire ce qu'il y avait là-dedans. Une armoire renversée. Ouais, il y avait logiquement aussi des chambrées pour les officiers, des chambrées pour la troupe. Là, par exemple, ça remonte vers un bloc de combat. Et ici, on a la salle des filtres, je la cherchais. Vous voyez, c'est la salle de neutralisation. C'est ici, donc là, on va avoir plein de filtres à charbon qui vont dater des années 40, enfin de 1940 ou 39. Et donc cette salle purifiait l'air en cas de combat. Hein. Mise en route, elle permettait de purifier l'air et d'avoir un air propre et non un air vicié par les gaz de combat. Ça, vous retrouvez ça dans tous les ouvrages de la ligne Maginot. C'est un classique, comme on dit. Et là, ça remonte vers un bloc qu'on ne va pas remonter, puisqu'il a été merlonné. Donc là, on va aller au fond, parce qu'on n'était pas encore avant au fond. Voilà. Donc là, au fond, on va retrouver forcément certaines chambres troupes, hein, comme ici. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y aura certainement encore des graffitis et des témoignages d'époque que j'ai loupés. Mais il y a tellement de chambres qu'il est tout à fait possible qu'on en loupe. Donc là, on est au fond de l'abri. Hein. Vous voyez la démesure du truc à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Là. Donc dans certaines chambrées, on trouve aussi voilà, il y a des petits témoignages qu'on n'avait pas vus avant. Par exemple ici, vous voyez ces visages. Ça en fait, c'est peut-être... Il n'y a pas de date, donc c'est difficile de déterminer, mais au vu de la forme, ça peut être aussi les Américains, hein, quand ils ont libéré le secteur et qu'ils ont pris pied dans cet abri. Il y a eu 3 abris cavernes comme ça qui ont servi à stocker, entre guillemets, les prisonniers soviétiques. Ici, vous voyez, il y a une petite chambrée et juxtaposée à la cuisine. On repasse devant la cuisine, devant laquelle on était déjà avant. Et là, devant l'usine, ici on a un réservoir d'eau. Là, encore un accès à un autre coffre qui a lui aussi été malheureusement merlonné. Vous voyez, c'était ici, c'était la salle des lavabos, c'était ici que les soldats se lavaient les mains, ou le visage, voilà.